Chaque seconde, 2000 SMS sont envoyés en France et 107 billions de mails ont été envoyés dans le monde en 2009. Aujourd'hui, la majorité des échanges passent par le virtuel, mais la durée de vie moyenne d'un disque dur est de seulement 5 ans. Les scientifiques tirent donc la sonnette d'alarme quant au risque de conservation des données numériques. Il n'existe actuellement aucun support permettant de conserver ces données plus de 20 ans. Comment donc garantir une réelle mémoire de l'époque? Comment garantir à l'histoire que notre époque laissera une trace comme en ont laissé les papyrus ou les parchemins? Alors Mathieu Gallet, la première question est pour vous. Quel est le rôle et l'importance de la mémoire pour une civilisation? Pourquoi faut-il garder une mémoire de notre civilisation et par quoi cela passe-t-il? Sachant que la France a toujours été pionnière en matière de préservation de cette mémoire, par l'écrit d'abord, puisque la loi sur le dépôt légal date de 1537 sous François Ier. Donc d'abord pour les livres. Donc on a très vite en France eu cette conscience qu'il fallait effectivement garder les traces de nos écrits, donc d'écrits qui étaient savants à l'époque. Et finalement, on est parti d'une conservation d'objets physiques, les livres, en élargissant finalement au cours des 20 dernières années, d'abord à l'audiovisuel, donc où on stocke des flux et non plus des objets physiques. Et depuis 2006, l'Internet, avec la grande difficulté, c'est qu'effectivement l'Internet est voilà, c'est des quantités qui sont considérables. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que la télévision et la radio que nous archivons tous les ans au titre du dépôt légal à l'INA, c'est 800 000 heures nouvelles tous les ans. Et les sites Internet, nous crawlons, donc nous répertorions 6500 sites de notre côté, et la Bibliothèque nationale de France, qui a aussi cette activité de dépôt légal du web, on a 2 fois plus. Donc on a devant nous un enjeu considérable lié au nombre. Voilà, Internet, ça nous pose cette question d'une mémoire, comment structurer sa mémoire quand effectivement il y a autant de données. Comment effectivement se donner les techniques nécessaires pour pouvoir structurer cette mémoire et que l'histoire fasse ensuite le tri, puisqu'il y a quand même une différence entre histoire et mémoire, l'histoire étant un regard critique sur la mémoire. Voilà. Et donc nous, on se donne les moyens par des méthodes scientifiques de pouvoir ensuite construire cette histoire-là. Mais donc c'est pour ça qu'on fait le choix aujourd'hui de tout archiver, de tout garder pour que l'historien, lui, puisse faire son travail critique. D'abord, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la mémoire? Bon, c'est pas exactement la question que vous avez posée, mais ça a un rapport aussi avec, voilà, il y a des mémoires collectives, il y a des mémoires très spécifiques, il y a la mémoire qui convient aux historiens, et ça pose d'ailleurs beaucoup de questions actuellement. Mais bien sûr, bon, il y a les lieux communs avec Internet, les réseaux, le web, saturation de l'information, ce qu'on appellera surcharge cognitive, c'est-à-dire comment est-ce que les utilisateurs, les usagers, ceux qui ont à chercher de l'information font pour trouver l'information au bon endroit au bon moment, et sur quel type d'information ils trouvent. Et quand ils trouvent l'information, qu'est-ce qu'elle raconte, comment est-elle mise en sens, comment est-elle mise en forme. Voilà. Il est évident que Internet, les réseaux, le web posent beaucoup de questions de ce côté-là. Il y a une autre question qui se pose, c'est, vous avez juste avant parlé vous êtes dans une dynamique de conservation exhaustive. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tout vaut la peine d'être gardé? Est-ce que tout peut être mis sur le même plan? Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie aussi des savoirs? Mais qui décide? Il y a de formidables capacités de stockage ou de conservation, mais la mémoire collective n'est pas faite de tout et de n'importe quoi. Donc, justement, la question comment faire ce tri entre essentiel et superflu, justement? Ça, c'est une question très très difficile, parce que déjà, les utilisateurs les plus avertis savent le faire. Vous avez normalement des moteurs de recherche. Le problème, c'est que quand on voit que même dans les entreprises, 80% d'utilisateurs très formés vont aller spontanément sur Google avant d'utiliser n'importe quel autre moteur de recherche plus spécifique ou mieux conformé, voilà, on se pose des questions aussi. Donc quel type d'information passe à travers Google? Normalement des informations hiérarchisées, etc. Mais on sait très bien que le fameux moteur de recherche a sa propre orientation et son propre système, son propre algorithme. Donc voilà, comment faire le tri? Moi je crois qu'il ne faut pas enlever, non pas forcément en ayant une vision élitiste, surtout que Internet nous a quand même aidé à remettre en question pas mal de pratiques et pas mal d'usages, et de montrer que ce n'est pas forcément toujours les sachants qui savent ou qui ont le droit de tout savoir.
Mais il faut bien quand même considérer qu'il y a des institutions, des organismes, des mondes académiques, institutionnels, des organismes dont c'est le travail en priorité, comme l'INA, et que c'est quand même par là qu'il peut y avoir aussi des instances qui, sinon décident totalement, du moins orientent, régulent, etc. Et puis, ce qu'on appelle, je dirais aussi maintenant, la corrégulation, c'est-à-dire que des collectifs d'usagers, d'utilisateurs peuvent aussi avoir leur mot à dire. Hein. Et là, vous le trouvez partout, dans des associations assez bien organisées. Il y a une pléthore, si vous voulez, d'acteurs qui peuvent intervenir. Le problème, ça va être organiser aussi, je dirais, le débat entre tous ces acteurs. Le fait aussi que du public averti puisse avoir son mot à dire. Mais on sait bien qu'on est condamné de toute façon. De toute façon, c'est un problème qui a toujours existé. Depuis qu'on archive, depuis qu'on conserve, on fait du tri. Donc il n'y a pas de raison. Et là, on va être obligé de le faire encore plus finement, et en organisant différents types de mémoire, et en organisant des informations forcément avec des hiérarchies. Et puis aussi de la contestation et du débat, parce que oui, Internet nous a appris aussi, d'une certaine manière, enfin, nous a pas appris, il ne faut pas exagérer, mais a permis que dans le grand public, il puisse y avoir aussi des débats autour de la qualité d'une information, de sa vraisemblance. Par quoi commencer ? Par peut-être un message qui résume ce qui s'est passé à mon sens, et au sens de beaucoup d'observateurs, c'est que nous sommes tous, absolument tous, devenus des médias. Et ça s'est passé il y a environ 6-7 ans, avec l'apparition du Web 2.0. Tout d'un coup, les gens, le public, mais pas seulement le public, hein, la sphère politique, la sphère économique, culturelle, sportive, associative, religieuse, s'est emparée de nos outils de production et de diffusion. C'est en fait, et pour la première fois, à ma connaissance, une révolution marxiste qui a marché. C'est une prise de contrôle des outils de production et de diffusion, de distribution, par ceux qui en étaient privés jusqu'alors. C'est absolument phénoménal. Et c'est de là que part le fait que les barrières, ce qu'on appelait avant les barrières à l'entrée, pour devenir un média, se sont effondrées. Concrètement, ça veut dire que quand vous avez un iPhone dans la poche, vous avez une station de télé dans la poche. Quand vous ouvrez un blog, vous n'avez plus besoin d'avoir une usine d'imprimerie et des camions pour livrer des journaux. Quand vous faites un podcast, vous n'avez pas besoin d'avoir une station de radio, etc., etc. C'est absolument phénoménal comme changement de paradigme. Alors ça veut dire plein de choses pour les journalistes, Lionel Fleury le dira tout à l'heure, mais en tout cas pour les médias d'une manière générale, ça veut dire qu'ils ne sont plus les seuls aujourd'hui, notamment du côté du journalisme, à raconter au monde qui il est. Les autres peuvent le faire. Tous les autres peuvent le faire. Et on reviendra ensuite sur les notions de tri. Ça veut dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les quantités d'informations qui sont aujourd'hui produites ne sont pas phénoménales, elles sont complètement dingues, mais à un niveau qu'il est difficile d'imaginer. Je crois que c'est Eric Schmidt l'an dernier qui avait fait cette comparaison frappante, le patron de Google, qui disait, grosso modo, tous les 2 jours se produit autant d'informations, autant de kilobits d'informations que depuis le début de l'humanité jusqu'en 2002. Alors ne me demandez pas pourquoi 2002, c'était son calcul, faites-lui confiance, peut-être c'est un peu gonflé ou pas, mais c'est ce type de choses face à ça où on est confronté aujourd'hui. C'est absolument colossal. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les médias d'information que sont par exemple audiovisuels? Ça veut dire aussi que l'Internet a réduit considérablement le coût de l'accès, le coût en argent, mais le coût en temps, le coût en pratiquabilité. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un accès à l'information, à la culture et au divertissement. Ça veut dire aussi que l'accès, la technologie, mais le mode d'accès à l'information et au contenu de divertissement et de culture devient plus important que leur possession. C'est important parce que ça veut dire que de moins en moins les gens achètent de DVD, les CD, pratiquement plus personne en achète. Les gens consomment
les gens se concentrent sur le mode d'accès, sur la manière d'accéder, se concentrent sur, par exemple en vidéo, sur le streaming et non pas sur la possession. Les gens téléchargent moins qu'avant. Nous sommes face à une dématérialisation générale des contenus culturels, de divertissement et d'information, une dématérialisation qui permet finalement le rêve de l'encyclopédiste, c'est-à-dire de pouvoir emmener tout son savoir avec lui, mais plus que son savoir, tout le savoir du monde. On a vu le changement de paradigme dans ce que vous avez signalé dans l'information, où tout le monde maintenant a le droit à toute l'information en instantané, de manière transversale. C'est un droit, une exigence, et on le voit bien avec les jeunes qui manipulent les blogs, les Twitter et Internet, et on les comprend bien. Il y a un effet bénéfique sûrement sur l'information, la culture, la mémoire qu'on va acquérir dans le temps. Encore faudra-t-il la sélectionner et la serrer. Mais moi, j'y vois un effet pervers majeur, comme l'a signalé Lionel Fleury tout à l'heure. S'il n'y a pas la culture sous-jacente à l'information, ce n'est que de l'information superficielle. Et je vois en médecine, qui est mon domaine, celui que je connais un peu, quand les gens vont sur Internet chercher des informations sur une pathologie quelconque, ils entrent dans un égarement total. Alors moi, je vous demande, je pose la question, c'est bien, mais les effets pervers, il faut les prévoir. Alors je pose la question à Lionel Fleury et à vous tous. Quels seront les effets pervers et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Lionel Fleury, vous répondez? Je vais essayer de répondre. C'est une question difficile, hein, parce que prévoir ce qui va arriver, je n'en sais rien. Mais ce qu'on pourrait dire quand même, moi je suis frappé quand je regarde les blogs, les réactions en général sur les articles, c'est qu'il y a très peu, quand les individus parlent, c'est beaucoup des commentaires. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont besoin de donner leur avis. On a l'impression qu'Internet, c'est quand même un remède à toutes les frustrations qu'ont vécues les gens avec la presse avant, pas la possibilité de s'exprimer, pas la possibilité de réagir à l'antenne, etc. Donc, il y a énormément une frustration qui se sent dans tous ces trucs-là. Il y a très peu de faits, en général, dans tous ces commentaires. Et surtout, un truc qui est encore plus pervers, c'est que tous les commentaires portent sur des choses qui sont déjà sur Internet. C'est-à-dire que c'est un truc qui est un peu en circuit fermé. Moi, c'est la principale critique que je ferai à cette intervention permanente du public ou même des spécialistes dans leur blog sur Internet. On est vraiment en circuit fermé. Il y a très peu de raisonnement construit et argumenté. Et ça, à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose. La redondance n'a jamais rien apporté, le circuit fermé n'a jamais rien apporté. Je ne sais plus, c'est Stendhal qui disait si tout ce qui a été dit et écrit l'avait été qu'une seule fois, là, l'histoire du monde tiendrait en 12 volumes. Donc finalement, le grand danger, c'est de créer de l'inflation, de la redondance pour rien, quoi. Je ne partage pas cet avis. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bien informé qu'aujourd'hui. Je crois, et vous avez raison de dire que les commentaires sont des réactions à des situations d'antan où les gens se révoltent, les gens râlent parce qu'ils n'avaient pas la parole, et je crois que c'est une bonne chose. Moi, je ne crois plus aux médias, ni au journalisme d'ailleurs de surplomb, au journalisme de magistère, aux médias qui disent « je parle, vous écoutez ». Les gens, on est dans une conversation. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mauvaise qualité, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est le boulot du journaliste de faire le tri dans cette masse gigantesque d'informations. Sur les faits versus les commentaires, ou versus même la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, aucune rédaction n'est en mesure d'être en concurrence avec les millions de téléphones portables qui sont dans la nature. Donc aucune rédaction aujourd'hui ne sera en mesure de sortir des véritables scoops. Je ne parle pas de l'investigation, je parle du témoignage et de ce qui va arriver, de ce qui arrive d'un accident, d'un incident climatique, d'un fait divers, des choses. Ces choses-là ces faits-là, ce ne sont pas des commentaires. Ces faits-là ne sortiront plus, ou ou de manière beaucoup moins importante dans les rédactions. Elles sortiront, et elles sortent déjà, par le public sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, l'intelligence, la valeur ajoutée, le commentaire, l'analyse, qui était jusqu'à présent, là aussi, des chasses gardées des journalistes, elles sont partagées, qu'on le veuille ou non. Elles sont partagées tout simplement parce que ces analystes, ces experts, au lieu de venir dans nos journaux télévisés ou dans les colonnes des journaux, ils ont pris la parole, ils ont ouvert un blog,
et ils prennent directement ils ont pris la parole tout simplement. Donc les gens peuvent aller directement voir si vous avez le temps, je n'en sais rien, voir ou prendre connaissance de votre expertise parce que vous êtes expert en la matière et ne passe plus forcément par la case journaliste.